Alors, peut-être un petit mot sur la société, sur le centre dans lequel je travaille. Alors moi, j'ai la responsabilité de toute la partie scientifique, recherche, développement et accompagnement des sportifs d'élite. Mais il faut savoir que Motion Lab est une entité qui fait à peu près 3000 mètres carrés, avec une partie très médicalisée de la médecine du sport, de la rééducation fonctionnelle, cardiologie du sport, des consultations de chirurgie, de la physiothérapie, de la kinésithérapie. On est 14 physiothérapeutes, de la psychologie du sport, etc., etc., de la podologie. On fait des évaluations de la commotion aussi. Et on a une partie performance, évidemment, pour tous les athlètes qui veulent venir se préparer pour faire des bilans et puis pour s'entraîner, avec des axes très liés à la physiologie du sport et de l'exercice, de la préparation physique, mentale, de la nutrition, et puis tout un pôle de récupération. Et puis on a toute une partie plus sport santé, avec des cours individuels et collectifs, des centres de perfectionnement et puis du wellness. Et puis bien sûr la partie R&D qui a en charge la validation de tout ce qui se fait et de tout ce qui se passe dans le centre, aussi bien en recherche appliquée qu'en recherche un tout petit peu fondamentale. Et on fait un gros lien, un gros travail notamment avec les industriels pour les aider dans leur développement d'outils et la mise sur le marché à haute intensité sur des longues durées sans avoir de contraintes au niveau des articulations. On utilise aussi beaucoup le blood flow restriction. Donc initialement c'était du katsu. Donc ce concept consiste à appliquer en fait une pression continue sur l'extrémité proximale du membre afin de créer une hypoxie locale qui réduit le flux sanguin des veines. C'est-à-dire on fait des espèces de garrots au niveau des membres inférieurs et ou supérieurs en fonction des muscles qu'on veut réentraîner. Et puis derrière, on pratique un renforcement musculaire à faible intensité, ce qui va nous permettre de gagner en force musculaire, en hypertrophie, à la fois en hypertrophie, mais aussi en force musculaire. On a une sollicitation du système cardiovasculaire qui est immédiate et on travaille des charges. Donc l'idée, c'est de créer un stress au niveau musculaire, peut-être au niveau du quadriceps, ischio-jambier par exemple, et ce stress qui est lié à l'hypoxie, eh bien, va entraîner des adaptations physiologiques au niveau musculaire, au niveau des mitochondries musculaires, au niveau du système des filières énergétiques musculaires, pour justement voilà, développer un peu plus et un peu plus vite de la masse musculaire. Donc la littérature préconise au moins 12 sessions, 2 à 3 fois par semaine, avec des pressions, des occlusions du coup, qui vont jusqu'à 80%, et des intensités d'exercice qui aujourd'hui dans la littérature sont de 20 à 40%, mais certaines études vont sortir aujourd'hui, c'est en cours de publication, où il vaut mieux, quand on utilise du BFR, donc du Blood Flow Restriction, fixer des intensités très liées à la tolérance du sujet. Ça sera bien plus bénéfique parce que peut-être que pour des sujets, 20% d'intensité ou 40 même d'intensité, c'est beaucoup trop faible. Ils pourraient aller beaucoup plus loin dans le renforcement musculaire et gagner encore un peu plus de force. Donc c'est quelque chose que nous utilisons en routine chez nous, de la même manière que nous utilisons de l'hypoxie. Alors l'hypoxie, je crois que tout le monde est un peu au courant de ce que c'est le manque d'oxygène quand on est en haute montagne. À partir de 1700 mètres, on commence à avoir déjà un petit peu de manque d'oxygène quand on marche en montagne parce que la pression barométrique diminue et on a un peu moins d'oxygène qui va rentrer, qui est dans l'air, qui est contenu dans l'air, du coup on en respire un peu moins. Alors, on ne peut pas toujours aller en montagne pour être en hypoxie, il y a des chambres hypoxiques
qui permettent de recréer, de simuler des altitudes. Alors, soit en rajoutant de l'azote dans la chambre, puisque l'azote va prendre la place de l'oxygène, et puis au final, il y aura un peu moins d'oxygène dans l'air, et on pourra simuler des niveaux d'altitude, soit en enlevant directement de l'oxygène dans l'air, de nouveau, et puis en étant, par exemple, à 17% d'oxygène dans l'air, eh bien, on se retrouvera peut-être presque à 3500 mètres d'altitude. Donc, ce principe de l'hypoxie, des chambres hypoxiques qui se développent de plus en plus, nous, on a la chance d'en avoir deux. Une chambre qui fait 70 mètres carrés, une autre qui fait 40 mètres carrés, en plus de la partie chaleur climatique, chaleur et humidité. Donc, on a 110 mètres carrés de chambres hypoxiques qui nous permettent aujourd'hui de faire différentes choses. La possibilité qu'on a, c'est de travailler avec des athlètes aujourd'hui qui sont des hockeyeurs, des skieurs en freeride, des joueurs de foot, tout simplement aussi, des triathlètes, des sportifs de combat, de la Spartan, etc. On a énormément de sportifs et ces sportifs-là viennent évidemment se préparer dans nos chambres pour améliorer leur performance. Alors, dans l'amélioration de la performance, on parle d'amélioration des performances aérobies, donc on gagne évidemment de l'endurance, mais on a également tout un tas d'adaptations musculaires qui sont extrêmement bénéfiques lors de pathologies, de genoux notamment, ou de pathologies articulaires. Je reprends l'exemple des sports d'équipe, du foot ou du rugby. Nous, on utilise les chambres hypoxiques en hors-saison, ou en pré-saison, ou durant les périodes internationales, pour la gestion du poids. C'est-à-dire que les études ont montré aujourd'hui que quand on passe du temps dans les chambres hypoxiques, eh bien, on a une augmentation du coût métabolique et une augmentation du métabolisme de base et puis même de repos, et encore plus à l'exercice, ce qui permet de brûler encore un peu plus de lipides et de perdre du poids, si tant est que les blocs de travail sont suffisants. Donc, on a défini 4 à 6 semaines de blocs de travail avec 2 à 3 séances hebdomadaires et avec des intensités qui sont à la fois bien adaptées et une partie très passive à haute altitude, vous voyez, entre 3500 mètres et 5000 mètres, eh bien, on augmente de 12 à 16% la dépense énergétique si on réalise une séance par jour sur une semaine, pendant 2 à 4 semaines, jusqu'à 90 minutes pour chaque séance. De manière passive, c'est-à-dire qu'on reste 1 heure et demie dans la chambre et on augmente le niveau de dépense énergétique et on brûle les graisses. C'est très intéressant pour des athlètes qui sont en milieu de saison ou en hors saison, histoire de réguler. Et en saison, toujours avec des sports collectifs, eh bien, nous avons des joueurs blessés, évidemment. Donc l'hypoxie, avec différents types d'entraînement, différents types d'ergomètres. Les entraînements RSH, c'est des sprints répétés en hypoxie. On peut faire aussi de l'entraînement d'endurance. On peut faire aussi du rentraînement de force. Donc, tous ces outils-là, tous ces types d'entraînement et ces différents outils, ces différents ergomètres permettent, avec un protocole adapté, de maximiser, d'optimiser la récupération musculaire et donc, du coup, d'accélérer potentiellement un tout petit peu les phases de rééducation fonctionnelle dans des séances de rééducation assez classiques. Et puis, on invite également nos physiothérapeutes à venir faire de la rééducation fonctionnelle en hypoxie, ce qui a tendance, aujourd'hui, on n'a pas d'études encore, les données sont pas encore sorties, mais on est en cours de les rédiger, on est en train de les rédiger, mais voilà, apparemment, il semblerait que faire de la rééducation fonctionnelle en hypoxie permet de diminuer le nombre de séances pour les patients. Alors, quand on a un plateau technique innovant avec des outils innovants, ben, il faut du personnel formé, de toute façon. Ça, c'est indéniable. Il faut du personnel spécialisé euh, qui sache, voilà, d'une part, utiliser les outils, ça c'est certain, qui sache et qui sont nécessaires pour faire passer et utiliser tous ces outils-là. Donc, il faut des outils adaptés, évidemment.
avec des protocoles qui sont validés dans la littérature, ou alors s'ils ne le sont pas, eh ben, il faut faire en sorte de les valider. Euh, à partir de références scientifiques, évidemment. Il faut penser de toute façon à centraliser et sécuriser l'ensemble. Bah, tout ça demande de l'argent, hein, ça, donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir un parc comme ça exhaustif. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être avoir des priorités quand on met en place un plateau technique innovant. Et pensez bien à travailler en amont déjà sur le reporting, c'est-à-dire créer des rapports pour chaque outil innovant. Donc créer des rapports qui sont tout aussi innovants et tout aussi intéressants et lisibles avec toutes les informations qu'il faut évidemment. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, je vous invite à aller voir le site de Motion Lab qui peut être un bon exemple. Alors c'est pas un exemple unique évidemment, il y a pas de, on n'est pas les seuls à avoir des infrastructures comme ça. En Europe, il n'y a pas beaucoup de centres qui sont aussi bien dotés que ça, avec une aussi grosse surface et autant de personnel. Donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir voilà, de vous accueillir et de vous montrer tout ce qu'on a chez nous. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci infiniment.